Bienvenue dans Invisibili. Bonjour à toutes et à tous, fidèles et nouveaux venus, merci d'être là. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce podcast et ça me touche énormément. C'est la rentrée et pour l'occasion, j'ai décidé de partager avec vous un épisode spécial. Il y a un peu moins de 2 ans, j'étais en Colombie où je me rends régulièrement pour voir ma famille. Au même moment, le journal Libération m'avait invité à participer en tant qu'autrice à leur numéro spécial littérature jeunesse. Je leur ai donc proposé de faire le portrait de Ramiro Partera, un personnage fascinant. Je pensais déjà au podcast et je me suis dit que j'allais en profiter pour tout enregistrer, au cas où mon projet verrait le jour. C'est chose faite et malgré les possibles imperfections, je suis particulièrement heureuse de partager avec vous cette conversation qui m'a beaucoup inspirée. Ramiro fait partie de la communauté indigène Muisca qui se trouve dans la région de Cundinamarca près de Bogota. Ramiro et Partera, un mot qui n'a pas de réelle traduction en français, sage-femme, accoucheuse ou même doula serait réducteur. Ce travail, la parteria, est dédié dans sa tradition à l'accompagnement de tous les moments de transformation du corps, chez les femmes comme chez les hommes, tout au long de la vie, de la naissance, de l'accouchement, jusqu'à la mort. Cela s'appelle le chemin du sang. Et j'ai bien dit partera au féminin et non partero. Ramiro est intersexe, né avec un chromosome X en plus, Yel est donc XXY, et n'aime qu'on l'enferme dans aucune case, aucun genre, aucune identité. Dans cet épisode, on parle de médecine traditionnelle, de placenta qui chante, du plaisir comme antidote à la violence, d'identités multiples, du premier et du dernier souffle. J'ai choisi de diffuser l'épisode en version originale en espagnol et en version doublée en français. Les deux sont en ligne. D'autres épisodes bilingues émailleront sûrement ce podcast au gré des rencontres. Et je tiens à remercier ici Léa Barraco d'avoir généreusement accepté de prêter sa voix pour la version française. Je vous souhaite une excellente écoute. Bueno, Ramiro, je suis très heureuse d'être ici dans ta maison. Merci de me recevoir. Tu es une partera traditionnelle Muisca. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire et nous raconter en quoi consiste ton travail ici dans la communauté? Je suis Ramiro Partera, médecin traditionnel du peuple Muisca. Ici, c'est la réserve indigène Muisca de Cota. Le peuple Muisca est l'un des 115 peuples indigènes du territoire national colombien qui conservent encore leurs coutumes, leurs traditions et leurs pensées. Et mon travail ici est de partager et de pratiquer la médecine traditionnelle et de contribuer au développement de notre système de santé. Un système de santé qui nous est propre. L'idée est d'exercer notre souveraineté, avoir notre propre gouvernement, plus de droits, nos propres systèmes de santé, d'éducation, de gouvernance, pour la croissance et la survie de la communauté et du peuple indigène, du peuple Muisca en tant que tel. Qu'est-ce que ce serait pour toi l'invisible? L'Occident est très marqué par le visible, par quelque chose que je vois, que mes yeux voient ou que j'ai l'impression de voir. Mais pour la tradition, il s'agit des orifices que sont les 2 oreilles, les 2 yeux, les 2 narines, l'orifice de la bouche, l'orifice du pénis ou du vagin et l'orifice de l'anus. Et là, nous avons une relation différente avec le territoire, avec le monde, avec la nature, avec les gens. C'est différent de prendre en compte ce qui sort et ce qui entre dans mes 9 orifices par rapport à la conception moderne des 5 sens. Les 5 sens, c'est une réduction. C'est réduire les choses à la simple vue, au simple toucher ou à la simple sensation. Lorsque nous avons toute une série de processus, d'histoires, et pas seulement ce qui peut se voir ou pas, c'est comme un seul point d'une grande trame, une trame que nous pouvons explorer et que nous pouvons être. J'essaie de comprendre ce que tu entends par invisible, si on parle des yeux seulement ou de la vision, parce que pour nous, la vision est liée aux besoins profonds de la communauté, aux besoins profonds des gens.
ce dont nous avons besoin à un moment donné et les conditions dont nous avons besoin à ce moment donné pour survivre. Survivre, c'est-à-dire continuer à exister dans le temps, malgré ce qui se passe et malgré ce qui s'est déjà passé sur notre territoire. La dévastation, les massacres, toutes ces choses que nous avons traversées. Malgré toutes ces choses négatives, ça, c'est la survie. Et dans cette survie, il y a la vision. Et dans cette vision, il y a ce que nos yeux ne voient pas, mais que nos yeux enregistrent. Les yeux ne font pas que voir, ils enregistrent aussi. Les yeux sont comme des quartz, des cristaux qui enregistrent tout, comme tous les autres orifices, chacun avec leur propre information et leur propre particularité. Est-ce que tu peux nous raconter, parce qu'en France, la parteria traditionnelle, ça n'existe pas, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est ce processus? Selon ma tradition, la profession de partera consiste à accompagner l'esprit à transiter. Nous naissons et mourons tous. Nous, les personnes qui sommes sur cette terre, pour nous, elle s'appelle la Ichawaya. Ce que fait la parteria, c'est d'accompagner l'esprit à avancer, c'est-à-dire à traverser chaque processus, chaque moment important. Le terme partera vient de partir, qui signifie se déplacer d'un endroit à un autre. Donc notre travail consiste à accompagner les gens, les pensées, les personnes, non pas pour aller d'un endroit à l'autre, mais de voir où ils sont, depuis quel endroit ils pensent, de quelle manière ils sont construits. Ils se manifestent, leur façon de percevoir le monde et de se manifester à travers lui. Et ensuite d'aller à un autre endroit. Et ça, ce sont les décisions. Les décisions sont toujours des transitions. Et transiter, c'est aussi transcender vers un autre lieu, un autre moment. Et tout ça est marqué par les étapes physiologiques. La profession de partera est présente dans tous les processus physiologiques de l'être humain. Nous organisons ces cérémonies de passage, tous les rituels, toutes les pensées pour que la personne qui transite puisse aller d'un endroit à l'autre, d'un processus à l'autre, et puisse également être accompagnée dans ce mouvement. Lorsque la voix change, ou que la première goutte de sang arrive, les menstruations, la première lune, la parteria intervient. Si vous marchez et faites vos premiers pas, la parteria intervient. Quand votre première dent sort ou quand elle tombe, la parteria intervient. Si vous avez des enfants, que vous formez une famille, en fait, à chaque instant, ce corps se manifeste par un changement de cycle et par un mouvement. C'est là qu'intervient la parteria traditionnelle. Dans mes décisions aussi, dans le flux de mes relations. La parteria est là pour accompagner chacun, avancer main dans la main. C'est une façon de nous accompagner pour traverser tous ces moments où le corps se transforme de manière évidente. Par exemple, une femme qui n'a plus ses lunes, qui atteint la ménopause, elle ne saigne plus. C'est un moment physiologique, un moment où le corps transite d'un état à un autre, un moment où la pensée transite également. Et dans ces temps modernes, nous ne savons plus comment y faire face, comment donner du sens, accompagner ces traversées. La partera dispose de ces outils pour évoluer, transiter, s'accompagner les uns les autres. Alors je précise qu'on est dans ton jardin, ici, vous l'entendez, il y a des chiens, du vent, bref, c'est la vie, et ça nous accompagne aussi dans cet épisode. Alors si on en vient à la naissance, est-ce que tu peux nous raconter comment tu accompagnes ce moment? Avec les personnes que nous accompagnons pour accoucher et donner naissance, il n'y a pas que des femmes, il y a une diversité de personnes qui accouchent et donnent naissance. Ce que nous faisons, c'est prendre soin du premier souffle de vie. Parce que pour nous, il est fondamental. Nous croyons à la réincarnation. Dans notre tradition, nous croyons que nous revenons à chaque fois. Nous nous réincarnons et quand nous revenons à ce dernier souffle qui était notre dernier souffle de vie.
Cette expiration est une pensée riche de conseils, une pensée d'histoire, une pensée de danse, de chant profond de la vie que nous venons de vivre. Et lorsque ce souffle s'éteint, il est rendu. Et lorsque nous renaissons, c'est le travail de la partera. Ce dernier souffle que j'ai laissé la dernière fois que j'étais ici, il revient. Maintenant que je suis de retour, ce dernier souffle, je le retrouve en respirant à nouveau. Cela signifie que la partera veille à ce que la mémoire soit transmise d'un corps à l'autre, que la mémoire soit transmise de génération en génération, qu'elle soit transmise entre les lignées et entre toutes les personnes que nous sommes. Beaucoup de personnes pensent « je ne viens nulle part, je ne sais rien de l'endroit d'où je suis, d'où je viens ». Mais dans ce souffle qui soutient l'humanité, nous avons transité et nous nous sommes mus nous-mêmes. C'est ça la parteria. Ce métier prend soin de la mémoire et veille à ce qu'elle soit présente à chaque naissance et à chaque décès. Quand quelqu'un naît ou quand quelqu'un se repose, autrement dit meurt, c'est le bon moment pour prendre soin de la mémoire, pour préserver la semence humaine. Comment ce métier qui te procure tant de plaisir, tant de joie est venu à toi? Comment t'as su que c'était ton chemin? Je crois que ce sont les circonstances qui nous conduisent sur notre chemin. On pourrait dire le plan divin. Toutes ces choses, mais je crois que c'est ça. Ce qui me passionne dans l'accouchement, c'est de recevoir des placentas et de chanter des placentas. Le placenta apporte le chant, le conseil, la danse et l'histoire de chaque personne. Et avec mon premier accouchement, avec mes premiers accouchements, le fait de sentir le sang, c'est ce moment qui marque ma trajectoire. Il imprègne ma pensée et me montre, me met sur ce chemin dans lequel je me réalise. Et comment s'est passé le premier accouchement? Comment c'est arrivé à toi? Je me souviens que j'étais très jeune et que je jouais. Et on m'a appelé et fait entrer dans une pièce où se trouvaient les anciennes. Il y avait ma grand-mère et ma mère, qui est l'abuela Nako, l'aînée, la guide de tout ce processus. J'ai environ 8 ans. Et puis, elles m'ont mis les mains là, devant le corps de cette femme qui avait déjà accouché, et j'ai reçu, enfin, le placenta est tombé dans mes mains. Et ce dont je me souviens, c'est quand ce sang est tombé sur mes mains. Elles ont recueilli le placenta, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, et moi je me suis endormie avec l'odeur du sang du placenta. En sentant, en reniflant mes mains encore et encore. À partir de ce moment-là, j'ai cessé de faire ce que je faisais normalement en tant qu'enfant et j'ai commencé à faire ce métier. J'accompagnais les anciennes, ma grand-mère, ma mère. Je pense que c'était le début de tout cela, de toute cette histoire. Mais à chaque naissance et dans un certain nombre d'accouchements, il y a de nouveaux processus d'initiation. On est toujours en train de se transformer, de passer d'un processus à l'autre. Il y a donc toujours de nouvelles premières fois. T'as pas du tout eu peur, parce que t'avais que 8 ans quand même. Pour moi, le sang... Je dis toujours que si je n'avais pas été partera, j'aurais été meurtrière. Parce que j'ai besoin de sang. Bien sûr, on ne peut pas dire cela partout parce que c'est une chose qui semble terrible. Mais il y a des gens qui ont ce plaisir. Il y a des gens qui prennent plaisir à peindre à l'huile, à sentir l'odeur de la peinture, ceux qui aiment la texture de la laine, qui font des tissages, etc. Pour moi, c'était le sang. Et c'est précisément
vraiment cela qui m'a réveillée et m'a poussée à poursuivre cette voie, à investiguer. J'ai senti tout de suite que c'était ce que je voulais apprendre, ressentir, que j'en avais besoin. J'ai commencé à apprendre, donc à lire, à étudier l'anatomie, à étudier toutes les plantes, assister aux naissances avec ma famille, les os, et ainsi de suite avec mes grands-parents, avec mes grands-mères et ma mère qui s'occupait toujours de la médecine traditionnelle et de la parteria. Et pendant cet apprentissage, j'en ai voulu toujours plus, toujours plus. Pourquoi ? Parce que ça venait d'un endroit de plaisir, de joie. Et si ce que vous apprenez vous procure du plaisir et de la joie, alors vous continuez à l'étudier et vous devenez très bon dans ce domaine. Pour moi, le sang est la voie, le chemin de cette investigation profonde de tout, du corps, du comment cela fonctionne et comment nous pouvons faire pour ne pas se limiter seulement à des protocoles ou des choses comme ça, mais plutôt l'étudier. Comment cette passion, ce plaisir peuvent nous amener à la créativité et à se poser des questions et à examiner, à mieux observer. Ça sent quoi le sang ? Est-ce que le sang de l'accouchement, c'est le même que d'autres types de sang ? J'imagine que non, c'est pas la même chose. La tradition, c'est le tiwaji, qui est le chant du sang, ou le yeguaji, qui est la voix du sang. Comment exprimer ça avec des mots ? L'odeur du sang menstruel ou de l'accouchement et le sang versé avec violence ne sont pas les mêmes. Le sang de la violence, il a une couleur, une odeur verdâtre. Il a une odeur pâteuse, bizarre. C'est différent. Et la terre, la mère, la Ichawaya, est fatiguée de recevoir ce genre de sang, le sang issu de la violence. Mais le sang qui se verse dans le plaisir, le sang qui se verse avec détermination en poussant, le sang qui s'offre en donnant naissance, et je ne parle pas ici d'une chose romantique, l'amour et la douceur de donner naissance à des enfants, non. Ce sang livré avec passion, livré avec savoir-faire, livré avec puissance, ce sont les femmes qui le livrent, les personnes qui accouchent. C'est ainsi. Je ne pourrais pas dire que c'est une odeur douce ou amère, je ne peux pas le décrire. Mais oui, voilà, c'est une histoire de volonté qui sent aussi comme la sueur. C'est comme une transpiration sexuelle et sensuelle de personnes qui veulent être ensemble, qui donnent et qui reçoivent. C'est comme une union, une danse pour nous, comme la danse Ulu. Le Ulu, c'est le sexuel et le sensuel. C'est l'espace depuis lequel nous prions, où nous parlons à Dieu, à la Mère, au Grand Esprit. Une espèce d'unité où nous nous retrouvons et nous nous sentons unis à l'univers, à la terre et à tout ce qui existe. Le sang nous conduit à cet endroit, cet espace. Et ce sang, c'est le sang de la menstruation, par exemple, mais pas le sang qui coule après la violence d'un coup de feu. Ce sang-là n'ouvre pas cet espace. Le sang de la violence vous place dans un tout petit espace. Un espace restreint, individuel. Le sang dont je vous parle, lui, nous amène à une compréhension systémique, un espace où nous sommes unis à tout ce qui existe. Donc le sang peut être aliment ou poison pour la terre. Chaque goutte de sang de lune, de sang menstruel, de sang de l'accouchement qui est offerte à la terre, se transforme en pilier. C'est comme une colonne de quartz rouge qui soutient la terre. Ce sang récupère les dommages créés par l'exploitation minière, le pillage, l'extraction du charbon et de l'or, les morts. Il restaure la nature, purifie les rivières et l'air. Il renouvelle la couche d'ozone. La vapeur qui provient de ce sang répare également l'atmosphère. Il nettoie. C'est une technologie dont nous disposons avec notre corps. Ce sang est très, très puissant. Sans faire dans le romantisme, si vous versez le sang de la menstruation ou le sang de l'accouchement là où l'eau a disparu, là où les plantes ont disparu, là où la nature est morte, alors tout se remet à pousser. Les animaux reviennent, les plantes renaissent. La mère nous a donné ce corps, ce sang, pour prendre soin de la terre,
pour nous aider à vivre, à exister. Mais le sang a perdu sa valeur, comme s'il était là, et c'est tout, et c'est comme ça. Mais le corps travaille énormément, et il y a là une mémoire, un savoir du corps. Nous produisons du sang et cela a une valeur. Et nous devons nous réapproprier cette valeur. La valeur du sang doit être récupérée, car ce sang aide à soutenir la nature, le vivant. C'est ainsi que nous pourrons perdurer, subsister en tant qu'humanité. C'est vrai qu'en Occident, il y a cette image du sang qui doit être cachée, mise à part. Il y a comme un changement de programme en fait à opérer. Bien entendu, et nous en tant que peuple muisca, nous aimons et respectons les sangs des femmes, car c'est ce qui nous permet de subsister en tant qu'humanité. Nous soutenons ce sang et nous soutenons aussi le plaisir. Le plaisir, c'est le souffle, c'est l'orgasme. Et l'orgasme féminin est aussi lié au sang. Lorsque les femmes ont des orgasmes, cela coule aussi dans leur sang. L'orgasme est le meilleur langage pour parler à Dieu. Avec la langue et le clitoris, l'orgasme est la meilleure prière, la meilleure parole que nous puissions échanger avec le monde spirituel. Et cet orgasme est offert aussi quand nous donnons ce sang à la terre. C'est la meilleure façon de communiquer, d'envoyer le message. Cet échange dont nous avons besoin en tant qu'humanité, en tant que communauté, pour la Terre, pour le monde physique. C'est là que s'établit la communication entre la dimension physique et la dimension spirituelle. Grâce au plaisir féminin, à l'orgasme. Pour nous, la mesure du plaisir féminin est fondamentale. Le degré de plaisir des femmes correspond au degré de santé de la communauté. S'il y a des femmes qui ne sont pas satisfaites, dont les deux bouches, la bouche du vagin et la bouche du haut, du visage, si elles sont fermées, si elles n'ont pas été nourries, si elles ne salivent pas, s'il n'y a pas de plaisir à ces endroits, il y a une mauvaise santé dans la communauté. La nourriture vient à manquer, l'argent aussi, tout se raréfie, l'eau, tout. Mais s'il y a des femmes pleines de plaisir, pleines de fluide, salivant de plaisir, tout devient abondant. Et l'Occident a une mauvaise habitude. De même qu'il pense devoir piller et détruire le corps de la terre, il pille et détruit aussi le corps des femmes. Son mode d'expression passe par le pillage, la violence, l'exploitation minière, etc. Il agit de même avec le corps des femmes. C'est pourquoi plus les femmes seront dans le plaisir, plus la santé de la communauté sera bonne. Le plaisir, il est justement au centre de tous les processus de ta communauté. Tout ce que l'on apprend, tout ce qu'on assimile, doit passer par le cœur et doit passer par le sexuel et le sensuel. Pas seulement d'un point de vue génital, parce que le plaisir a été minimisé à un aspect génital et à une volonté de plaisir charnel. Et oui, aussi, bien sûr, mais cela fait partie d'un processus plus vaste. S'il y a du plaisir dans ce que vous apprenez, si vous aimez apprendre quelque chose, par exemple, je suis partera et j'aime ça. Je ressens du plaisir et je sens que ma pensée se développe et qu'il y a un développement spirituel et que je savoure cette joie avec les gens aussi. Alors, très certainement, je vais devenir bonne dans ce que je fais parce que c'est un plaisir joyeux, c'est savoureux. Mais si on m'enseigne à la dure, dans la souffrance, et cette idée que plus je souffre, plus je vais accéder au ciel et à la connaissance et ainsi de suite, nous, on est très éloigné de ça. Être dans le plaisir, c'est savoir ce qui entre et ce qui sort de nous, de nos 9 orifices. Et comment nous ressentons ce plaisir et ce goût pour continuer à étudier, à chercher, à imaginer les formes et les manières dont nous habitons nos territoires. L'ancestralité, c'est le fait qu'il y a une loi d'origine, une manière unique de se relier au territoire. Mais le traditionnel, c'est la transformation, la transition. La créativité dans la façon dont nous traversons ces moments que nous vivons.
sans violence, sans nous entretuer, sans négativité. Comment nous nous transformons? Comment nous nous adaptons les uns aux autres? De quelle façon nous parvenons à ces accords? Donc, le plaisir, c'est cet état de curiosité, d'investigation et d'étude approfondie dans lequel je me sens bien. Que ce soit la musique, la danse ou la médecine, et je deviens bon dans ce domaine parce qu'il me donne du plaisir. Et il remplit mes 9 orifices. Pas seulement un ou deux, pas seulement la vision ou l'ouïe ou le toucher, mais il me remplit entièrement. Et il nourrit aussi mes personnalités. Parce que pour la tradition, nous ne sommes pas une seule personne, mais 40 personnes. Alors, dans ces 40 personnes que nous sommes, ces 40 personnalités ou personnes, est-ce qu'elles sont toutes remplies de plaisir et de joie? Je suis Ramiro Partera, mais j'ai plusieurs autres manifestations. Je les nourris à partir de cet espace. Quelles sont tes manifestations? Mes consoeurs ont des surnoms pour mes personnalités. Bien sûr, je suis Ramiro, mais je suis aussi Ramiro Partera et je suis aussi dans d'autres processus. J'ai un rôle politique, un rôle organisationnel, un rôle technique, juridique. Avoir la possibilité de ne pas me sentir une seule personne qui ferait toutes ces choses et serait dans tous ces processus. La tradition me permet d'être plusieurs personnes et plusieurs manifestations de moi-même dans différents espaces, à différents moments et ainsi de suite. C'est très libérateur. Cela m'offre un plus grand espace. Je n'ai pas à être dans la culpabilité ou la peur ou la crainte. Cela me permet de mieux comprendre qui je suis, d'être dans ce processus, d'être entièrement qui je suis. Est-ce que tu pourrais nous décrire comment se passe un accouchement? J'imagine que c'est différent à chaque fois, qu'il n'y a pas de modèle, mais est-ce que tu peux nous parler du processus? Non, parce que ce que je pourrais dire, c'est que la tradition parle de l'accouchement comme de la vie et de la mort. C'est Sahana Kaosh. Sahana, c'est la danse. Kaosh, c'est le chaos. Sahana Kaosh, c'est la danse du chaos. Et l'accouchement, c'est chaotique. Dans ma vie, j'ai participé à des mouvements politiques très forts dans le pays, des luttes révolutionnaires armées et beaucoup d'autres processus. Mais je n'ai rien trouvé de plus chaotique qu'un accouchement. L'accouchement est chaotique de par ce qu'il implique, et nous partons toujours d'un principe d'incertitude. C'est-à-dire qu'il y a là un endroit de sécurité, un lieu de mémoire et de sécurité, mais c'est aussi incertain et chaotique. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a un moment dans l'accouchement, qu'il soit vaginal ou par césarienne, parce que pour nous c'est la même chose, que ce soit l'accouchement par voie basse ou par césarienne, tout ça est spirituel et énergétique. Et il y a un moment dans l'accouchement où les personnes meurent et un moment où l'accouchement se produit. J'ai constaté que dans toutes les naissances que nous accompagnons, il y a un moment où le souffle s'arrête. L'air s'arrête, la nature s'arrête, les gens s'arrêtent, le rythme. C'est une micro-nanoseconde. Tout s'arrête. Et c'est un moment où le monde physique et le monde spirituel sont réunis. La vie et la mort s'unissent pour accoucher, pour donner naissance. C'est un moment magnifique. J'ai accompagné de nombreuses personnes de différents pays, de différentes croyances, religions, cultures, pensées, etc. Mais à ce moment-là, les personnes qui accouchent produisent les mêmes sons. Elles sentent la même chose. Le regard, le ton de la voix, les gémissements, les silences, ce sont les mêmes pour tous. Qu'ils soient afro, indigènes, musulmans, chrétiens, blancs, chinois. Et c'est un moment qui m'amène à réfléchir. Nous disons qu'à ce moment-là, la mer apparaît.
la mer elle-même, ou le grand esprit si vous voulez. À ce moment-là, tombent les barrières, les frontières, les passeports, les couleurs, tout cela. Ils produisent le même gémissement, le même son, la même chose. Ils sentent la même chose. Leur regard, la respiration est la même, elle est identique. Voilà ce qu'il en est pour nous. Comment cela fonctionne-t-il? À quoi ressemble l'accouchement? La mère est créative et il existe des millions et des millions de possibilités. Ce qui m'étonne toujours, c'est cet espace où nous sommes tous identiques. Ce que nous sentons, pensons, disons, faisons, avons, c'est la même chose. C'est comme la mémoire humaine et la mémoire de la semence humaine. Au-delà de tous ces trucs modernes, toutes les distances créées, etc. Et pour toi, c'est comment? Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu le vis? Est-ce que toi aussi ça te transforme? Moi, j'ai besoin du sang de l'accouchement régulièrement parce que cela me procure du plaisir. Cet espace de savoir, de penser, de voir pour me construire. Que cet espace existe, je suis reconnaissant pour ça. Pour moi, c'est nécessaire. Et cela m'amène à de nouveaux espaces d'élaboration pour la communauté, ma profession, ce que je fais, ma famille. Cela me conduit à la créativité et aussi à la folie. Mais cette folie qui conduit à la créativité, cette folie qui pour nous, pour la tradition, est une folie qui doit être nourrie. Nous avons comme un chemin déjà tracé, certaines positions sur les choses, la manière dont le monde moderne les pose et que nous suivons. Mais ces moments de plaisir, ces moments qui mènent à ces pics de plaisir, qui procurent de l'ocytocine, de la dopamine, des endorphines, ces pics hormonaux et tout ce que ça apporte. Ce plaisir fait aussi passer le cerveau dans un autre état. Et spirituellement, cela l'amène dans un autre état de vision qui lui permet de lâcher tous les traumatismes, les barrières créées par notre éducation. Je suis profondément passionné. En plus de cela, j'aime ce métier. Cela me procure beaucoup de plaisir de sentir et de voir le corps et les processus par lesquels il passe, et l'étendue de la capacité d'un corps et la pensée de quelqu'un, sa volonté de donner naissance. C'est merveilleux que les personnes continuent à accoucher. Que les personnes aient encore la volonté d'accoucher et de perpétuer l'humanité. On va t'écouter en France où ce métier tel que tu le décris n'existe en fait pas vraiment, même s'il y a des sages-femmes, maintenant des doulas. Mais est-ce que les personnes peuvent venir se former par exemple? Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui veulent suivre ce chemin? Est-ce que c'est une bonne idée de le suivre? Je crois que les parteras sont nécessaires en ce moment. Les parteras, c'est celles qui accompagnent les femmes pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum. C'est un moment de transition pour récupérer le pouvoir que nous avons en tant qu'humanité de nous accompagner les uns les autres. Lorsqu'il y a une femme en gestation, les gens, tous les gens qui sont autour, devrions avoir la possibilité de savoir comment l'accompagner, comment être présent. Mais cette tâche est déléguée à une personne qui est le ou la gynécologue, le ou la médecin. Mais la parteria en tant que telle, c'est la grand-mère et l'arrière-grand-mère et l'arrière-arrière-grand-mère de la gynécologie moderne. La parteria est la grand-mère, l'arrière-grand-mère et l'arrière-arrière-grand-mère de la médecine moderne. Toutes les évidences dont dispose la médecine moderne sont fondées sur des procédés médicaux ancestraux et traditionnels de tous les peuples du monde. C'est peut-être un métier qui peut sembler différent selon les endroits, qui n'est parfois pas connu ou s'est perdu à certains endroits. Mais en réalité, avoir une partera, c'est se réapproprier le pouvoir que nous avons et la mémoire que nous avons en tant qu'humanité. Et c'est un espace qui permet de voir qu'il y a d'autres façons, qu'il y a d'autres manières de nous accompagner, d'accoucher, d'être, et de ne pas dépendre entièrement de ces systèmes. Parce que le système occidental a clairement failli. Tous les systèmes occidentaux,
à tous les niveaux, ont échoué. Ils sont en déclin. Et les processus traditionnels que nous avons, pas seulement dans mon pays, mais tous les processus traditionnels de médecine, d'éducation, de tous ces peuples qui ont continué à exister, à évoluer, car nous continuons à exister depuis des siècles, des millénaires. Ce sont des systèmes qui perdurent. Nous sommes là, et ce sont des processus très actuels. La question, c'est comment revenir à cette mémoire par le biais de ces métiers. La parteria est aussi un processus, une pensée, une réflexion sur la manière de respecter le corps et les décisions des personnes. Comment accompagner ces décisions, réfléchir à la création des lieux sûrs pour que les femmes, pour que les personnes en général puissent prendre des décisions, pour que les femmes et les individus puissent prendre des décisions concernant leur corps, leur processus d'accouchement. Mais c'est aussi une réflexion sur la façon dont nous organisons le système de santé en tant que communauté depuis cet espace. Et puis de manière personnelle, décider par soi-même de son identité, pour toi aussi, ça a été un chemin. Oui, bien sûr. Je m'appelle Ramiro Partera. Bien sûr, il y a dans le pays toute une histoire, des gens qui me connaissent et nous nous connaissons depuis longtemps. Mais je peux aussi être Ramiro Partera, avoir la possibilité d'être Partera et non Partero. Choisir comment je me construis. Génétiquement, je suis intersexe. Je suis à la fois un homme et une femme. La nature, la mère, sur le chromosome 40, 47, ou un de ces chromosomes-là, il m'a donné un X en plus. Donc je suis XY. Je suis intersexe. Et c'est aussi à partir de là que je me construis. Sachant que ce n'est pas binaire. Ayant reçu beaucoup de personnes qui nous ont accompagnés sur le chemin, nous savons qu'il n'y a pas seulement des hommes et des femmes, mais qu'il y a une gamme et une infinité de processus possibles, de corps, de pensées, de décisions, et nous pouvons nous libérer pour aller vers cela. Et même si je décide d'être un homme et une femme, il y a une infinité de façons d'être une femme ou un homme. Cela ne se réduit pas seulement à cette binarité, à une seule voie, mais ça me donne aussi tout un éventail de possibilités. Ça me conduit à une liberté qui est délicieuse et à cette créativité, à assumer cette créativité de la pensée. On a pu me faire sentir que c'était quelque chose de négatif, que c'était un problème mental ou que cela ne collait pas avec la morale de la culpabilité, de la peur, de la souffrance. Mais au contraire, cette créativité me libère. Cela nous mène à une libération de pouvoir dire cette créativité, de voir l'infinité de processus et cette merveilleuse diversité. Il n'y a rien de plus diversifié que la nature. Donc cette diversité me donne le sentiment de faire partie de la nature. Il n'y a pas un seul être, une seule personne, une seule couleur, mais toute une série de processus. Et cela, du moins pour moi, mais aussi pour beaucoup de gens qui sont dans ce processus, cela nous enlève un poids et ça nous emmène ailleurs, dans cet espace de plaisir, de liberté, de créativité, qui nous apporte aussi une meilleure santé à un niveau personnel et communautaire. Est-ce que c'est un chemin que d'autres suivent? Est-ce que d'une certaine manière, tu ouvres une voie de liberté en parlant ouvertement, en l'assumant, en faisant face aux préjugés? Oui, bien sûr, il y a un chemin là aussi. Donc, je suis indigène, je suis intersexe, je suis partera, ex-combattante de la guérilla, polyamoureux, donc oui, toute une série de choses et de processus. Oui, il s'agit de nous assumer et de dire voilà notre histoire. Voilà notre processus. Voilà comment nous avons compris le monde en faisant ce que je fais et toutes les autres choses que je fais en ayant une famille, en ayant un partenaire, en vivant au sein d'une communauté. Donc voilà, ça me mène à cet endroit, cette nécessité de s'assumer. Et je pense que cela arrive à de nombreuses personnes. Il y a de nombreuses personnes dans ce processus. Donc, voir comment nous nous accompagnons les uns les autres, comment nous nous comprenons, comment nous nous réunissons, parce que cela ne peut pas se faire seul. Il faut s'organiser. Et moi, je pense que toutes les personnes sont aussi intersexes. Je pense que tout le monde a une pensée politique, tout le monde a tout cela. Mais souvent, à cause de l'éducation et de toutes ces choses qu'on nous impose,
nous a dit ça, tu ne peux pas te le permettre. Ou ça, tu ne peux pas le faire. Voilà ta limite, voilà ta place, et c'est tout. Du coup, les personnes ne se permettent pas le plaisir, la passion comme ça, cette élaboration. Mais on avance, et je pense que c'est un mouvement au niveau mondial, où il y a de nombreuses personnes et d'êtres qui brisent aussi ces structures de pensée et tout cela. Pour moi, c'est la chose la plus naturelle à faire. Je n'aime pas le mot naturel, mais lorsque nous parlons de cet espace, de briser ces structures et d'être biodiversifié, de vivre cette biodiversité, cette sexualité, cette sensualité biodiversifiée aussi, et pas seulement en termes d'organes génitaux, d'orientation sexuelle ou autre, mais aussi dans la manière dont nous habitons nos territoires, nos moments, nos situations, nos décisions également. À partir de cette diversité, cela nous conduit à une meilleure santé. Je m'arrête sur une des facettes que tu as citées, nommée ex-guerrillera. La Colombie est un pays marqué par la violence, la guerre. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment de ta vie? Le métier, mais aussi une conscience politique de la nécessité de lutter ici dans le pays. La vie elle-même m'a amené à appartenir à l'un des groupes révolutionnaires du pays, l'un des groupes armés. Je les ai accompagnés aussi pour les accouchements notamment, recevoir leurs enfants dans la cambrousse. Je ne m'en souviens pas très bien, mais c'est un moment où j'ai pris une décision. Je suis en train de vivre ce moment, un moment de lutte pour le pays, de lutte contre les injustices dans le pays, la lutte des paysans, des indigènes et de résistance du pays. Je me suis donc impliquée dans cette histoire pendant un temps, en assistant les accouchements, en m'occupant de la santé, au milieu des bombardements, de la guerre, en vivant la guerre de plein fouet parce que j'étais très jeune aussi. Mais c'était aussi utile d'avoir quelqu'un qui connaissait mieux les plantes, les eaux, tout, pour la partie médicale. J'y ai également appris beaucoup de choses sur la médecine occidentale, comme canaliser, suturer, ce que je n'avais pas appris par la tradition. C'est aussi un moment très fort qui m'a beaucoup appris. C'était très dense, très puissant, et cela m'a permis en cours de route une prise de conscience de ces chemins, d'où ils mènent, et ainsi être capable d'accompagner les naissances, les processus et le plaisir. Depuis là où je me trouvais, c'est-à-dire le front, la guerre, c'est ce en quoi je croyais à ce moment-là. La lutte armée, le combat, la subversion, les circonstances, la forte injustice que l'on vivait, c'est ce qui m'a poussé sur ces chemins-là. Le fait de ne pas entrevoir d'autres options, d'autres possibilités, c'était ma décision. Jusqu'au moment où un ancien, un dignitaire spirituel d'une communauté de la Sierra Nevada, une autre communauté que la mienne, m'est montré et m'est assuré que notre révolution se fera avec du sang, mais pas le sang de la guerre. Le sang des accouchements et des venues au monde. C'est toujours le chemin du sang, mais un autre. C'est alors que j'ai remplacé le fusil par le couteau qui coupe le cordon ombilical. Bien plus tard, j'ai compris et découvert par moi-même la sagesse et la justesse de son enseignement. C'était il y a longtemps, lors d'un accouchement auquel j'ai pris part dans un quartier de Bogota, où étaient présents les paramilitaires, la guérilla, l'armée régulière, les déplacés et victimes de la violence. On m'a appelé pour accompagner une femme dans son accouchement. Je suis donc venu dans ce contexte, au milieu de tous ces gens, et j'ai fait mon travail. Et à ce même endroit, où quelque temps avant, tous ces gens, ces factions rivales s'entretuaient, certains ont apporté des vêtements, d'autres de la nourriture, tout ce dont il y avait besoin. Cela a profondément changé ma perspective. C'était donc la révolution du sang, la révolution du plaisir. Et depuis ce jour, je sais que ma révolution, mon militantisme sont pour le désir et le plaisir des femmes. C'est pour cela que moi et ma famille luttons, pour le plaisir des femmes, parce que nous savons que c'est là que se trouve la santé, que c'est depuis cet espace que nous pouvons être une force de changement. C'est de là que nous luttons, avec tous les peuples, pas seulement nous ou les Occidentaux, avec tous les peuples. Donc tu crois au processus de paix, à la possibilité de la paix?
Sí, siempre hemos creído. Nous y avons toujours cru. J'y ai toujours cru. Nous y sommes parvenus de différentes manières, mais aujourd'hui, en ce moment, oui. Je pense que le plaisir, ce que nous faisons, ce que de nombreuses personnes, femmes, parteras, qui ont cette vocation font au niveau global, c'est notre révolution. Changer la manière dont on vient au monde, changer la façon dont on meurt, car je travaille aussi sur l'accompagnement au départ, à la mort. En changeant cela, nous pouvons recréer d'autres manières d'être au monde, nous reconnecter et retrouver ces mémoires ancestrales afin de continuer à exister. Accompagner la mort, ça fait partie du même processus pour toi. C'est le même mouvement. Exactement pareil. J'ai accompagné beaucoup de départs, beaucoup de morts. C'est seulement une question de sens. La naissance, c'est venir de là-bas pour venir ici. La mort, c'est partir d'ici pour aller là-bas. Mais physiquement, spirituellement, c'est la même chose. Je l'avais déjà appris et entendu dans la tradition, mais en le vivant, en l'expérimentant, en l'observant, je peux dire que c'est identique. Je vois les mêmes mouvements, les mêmes sons, les mêmes respirations, les mêmes couleurs, les mêmes odeurs. C'est la même chose. Le premier et le dernier souffle sont identiques, se rejoignent. De même qu'on travaille sur le plaisir de la bonne naissance, on travaille aussi sur celui de la belle mort. C'est donc aussi le pouvoir de décider et d'avoir un droit de regard sur notre corps et nos rituels. Pouvoir concevoir et réaliser la cérémonie de départ de notre choix. Cela touche aussi le droit de mourir dans la dignité. Là aussi, qu'il s'agisse de l'euthanasie, des processus politiques et réglementaires, au niveau national, nous avons contribué, travaillé, lutté pour cela. Malgré les menaces, l'intervention de l'État, les persécutions, les poursuites, collectivement avec ténacité, nous avons fait ce qu'il fallait pour pouvoir prendre soin de nous-mêmes et continuer, pour aller de l'avant et matérialiser notre vision. C'est vrai que dans notre société, on n'accompagne plus la mort. Il faut récupérer cela. Tout comme ils nous ont coupé et déconnecté de l'accouchement et la façon dont nous naissons, ils nous ont déconnectés de la mort. Ce sont pourtant deux espaces fondamentaux dont nous avons besoin en tant que communauté, en tant que nation, en tant que pays. Cette déshumanisation de ces processus conduit à un déracinement de l'humanité. Comprendre ces processus, comprendre comment nous naissons, comment nous disons au revoir, comment nous nous reposons, c'est récupérer la mémoire en tant qu'humanité. Tu ouvres ton travail à l'extérieur de la communauté et même à l'étranger dans le monde occidental en créant des ponts. Comment c'est accueilli et comment ça se passe cette tentative de relier les savoirs? Il s'agit d'un processus auquel ont participé de très nombreuses femmes et de très nombreuses personnes. Je ne suis pas la seule à le porter. Si je le pense, c'est parce que de nombreuses autres personnes pensent la même chose. Nous nous cherchons et nous nous trouvons. Le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de peur. Beaucoup de peur et beaucoup de tabous. Alors oui, bien sûr, il y a notre mouvement avec des gens qui sont là, qui luttent pour cela. Mais il y a aussi le mouvement inverse de dire « Attention, c'est mal, il parle du péché, du sang, de la sexualité, du plaisir. » Ce conditionnement moral de culpabilité, de peur, de ne pas explorer nos corps, nos possibilités, nos pensées. Dans la grande majorité des cas, ce que l'on dit trouve de l'écho. Les gens se disent « Oui, bien sûr, je pense comme ça. » Non pas parce que nous sommes détenteurs de la lumière, de la vérité absolue, mais parce que de nombreuses personnes, de nombreux peuples possèdent également ces connaissances de base. Et il y a ce mouvement contraire avec beaucoup de peur. La peur de cette connaissance, la peur de ce savoir, la peur d'explorer, la peur de chercher d'autres chemins. L'Occident a déjà tracé certains chemins bien définis.
Des lignes directrices en dehors desquelles il n'y aurait rien à voir. Pour nous, cela demande au contraire une créativité constante. C'est un mouvement en constante évolution dont nous faisons partie en tant que personnes, en tant qu'individus, avec nos familles. Mais c'est difficile, surtout avec l'État, par exemple. Et avec ce type de structure bien établie, patriarcale, hétéronormative, blanche, c'est difficile. Mais nous sommes bien plus nombreux à aimer le plaisir et à être en bonne santé. Il y a déjà des formations qui ont eu lieu, auxquelles participent des personnes insérées dans le système de santé occidental, notamment. Comment ça se passe? Nous avons des écoles, nous avons des processus de formation qui sont interculturels. Il y a certains savoirs, certaines mémoires qui restent uniquement et exclusivement à l'intérieur des peuples et des communautés indigènes et qui ne doivent pas être extraits de là. Mais il y en a d'autres que nous pouvons partager et qui peuvent être traduits pour ces processus modernes, pour que toutes les personnes qui se sentent en résonance, qui ressentent de l'empathie avec ce processus, puissent trouver leur place. Et nous avons ces endroits. Donc, nous avons des écoles à l'intérieur de la communauté, des processus de formation, d'éducation propre, et d'autres processus d'éducation vers l'extérieur, qui sont interculturels parce que c'est nécessaire. Par exemple, ici, avec le gouvernement colombien, il nous a fallu les éduquer, tout comme nous avons dû nous éduquer à tous les processus politiques, les lois, à tout cela. Nous avons dû nous éduquer à cet endroit, et en retour, nous avons eu la patience de semer, d'éduquer, nous aussi, pour pouvoir nous exprimer. Nous ne pourrions pas seulement exiger et demander qu'ils comprennent notre pensée. Nous voulons aussi les éduquer et enseigner, partager ce processus. Nous avons donc des écoles qui fonctionnent constamment. Il y a aussi des formations. Il y a aussi une école politique, une école spirituelle, une école technique. C'est ce qui soutient une créativité constante en tant que communauté et en tant que peuple. Nous devons être en mesure de soutenir le monde occidental et voir comment on peut se retrouver au milieu pour parvenir à des accords. Et hors de la Colombie aussi, donc. Oui, là aussi. En un momento sí je n'aime pas voyager, mais à un moment donné, les anciens de nos territoires ont décidé qu'il était temps de contribuer positivement à la société occidentale majoritaire. Que c'était le moment de partager. Nous nous sommes donc également donnés pour mission de sortir, de partager, d'apporter des messages, de partager tout ça et aussi d'apprendre. Donc, on apporte des semences, on récolte des semences. Ce sont des processus intéressants. Chacun gardant sa place, son processus, sa pensée, son école, sa vie, son corpus de connaissances. Mais voilà, être capable de partager son savoir-faire avec l'autre personne, parce qu'en fin de compte, il s'agit de la connaissance de l'humanité, nous ne pourrions pas dire que ce processus est né uniquement sur le territoire Muisca. Ce sont des processus finalement de l'humanité elle-même, même s'il existe bien un ordre pour y arriver communautairement. Donc oui, nous portons cela aussi en dehors du territoire et en dehors du pays, en faisant très attention à ce que les gens ne comprennent pas cela aussi comme un extractivisme épistémologique ou comme une appropriation culturelle. Parce que ça devient aussi exotique, ça peut être instrumentalisé, on peut se l'approprier et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous sommes les gardiens d'un savoir, l'autre personne aussi est gardienne d'un savoir. À partir de là, nous pouvons tisser des liens sans que j'aie à convaincre l'autre personne ou que l'autre personne cherche à me convaincre et que nous devenions un mélange amorphe, mais plutôt de protéger les connaissances. Merci Ramiro pour cet échange dans cet endroit magnifique, ton jardin, ta maison, ces montagnes. Pour terminer, est-ce que tu peux nous dire comment on peut te contacter pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur ton travail, se former par exemple?
formarse contigo? ¿Cómo se comunica contigo? ¿Cómo hace? Sí, en ese momento, una forma de las que tenemos también. Oui, en ce moment, l'une des façons que nous avons pour financer et soutenir nos processus communautaires, nous avons des écoles et nous avons également organisé des retraites. Nous avons aussi des écoles en ligne, des écoles virtuelles. Les gens peuvent aussi venir ici nous rendre visite. Nous apparaissons donc en tant qu'école Huitaca, en tant que fondation Mujeres Bachué. À partir de là, vous pouvez entrer en contact. Les dejamos los datos para que puedan contactarse mejor si quieren hacer algunas de estas formaciones, algunos de estos procesos. Certains des processus, des thèmes que nous avons abordés et d'autres sont approfondis. Comment nous traduisons ces processus traditionnels et ancestraux afin qu'ils puissent être mis à la disposition des gens, de l'humanité. Para la gente, para la humanidad, ¿no? Como este conocimiento más grande que puedan pour que les gens qui trouvent une résonance, qui se sentent en syntonie avec notre travail, avec ce savoir plus vaste, pour que nous puissions nous rencontrer et aussi apprendre. Muchas gracias, Ramiro. Ciao, muchas gracias. Si vous voulez en savoir plus sur le travail de Ramiro, les formations, la fondation Mujeres Bachué, vous trouverez les liens dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi m'écrire pour en savoir plus sur Instagram, sur le compte invisibili_podcast ou par mail à l'adresse invisibilipodcast@gmail.com. Je tiens ici à remercier l'amie Sara Barbosa, cofondatrice de la fondation Mujeres Bachué, qui œuvre pour la préservation de la médecine traditionnelle en Colombie et grâce à qui j'ai rencontré Ramiro. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas que vous pouvez commenter sur les plateformes, mettre 5 étoiles, partager. C'est comme ça que ce podcast, qui est entièrement autoproduit, pourra se développer et grandir. Merci de m'accompagner dans ce voyage.